Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel ce mardi 2 avril. Au pouvoir depuis 20 ans, il a démissionné après une vague de contestation massive et inédite dans le pays. La diaspora africaine envoie 36% d'argent en plus vers le continent qu'il y a 10 ans. Des transferts d'argent des expatriés vers leur pays d'origine. La diaspora aujourd'hui véritable pilier des économies africaines à l'instar de l'économie togolaise. Puis retour dans ce journal sur les Diables Rouges du Congo, qualifiés pour le 3e et dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a démissionné. Il a remis sa démission au Conseil constitutionnel ce mardi 2 avril. Selon les médias locaux, il a démissionné après une vague de contestations massives et inédites dans le pays. Âgé de 82 ans, de santé fragile depuis son AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika était à la tête du pays depuis 20 ans. Une démission qui fait suite de quelques heures à la demande de l'armée d'une mise à l'écart immédiate du chef de l'État. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, avait demandé plus tôt dans la journée que soit appliquée immédiatement la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. À moins d'1 mois des élections législatives, le Bénin est toujours dans l'impasse politique. Aucun consensus n'a été trouvé. Les deux principaux partis d'opposition, au rang desquels les FCBE de l'ancien président Thomas Béni Yayi, demeurent écartés des élections législatives du 28 avril. Une décision qui provoque depuis des semaines une levée de boucliers au sein de l'opinion publique, de la société civile et de l'opposition qui exhortent le pouvoir à des élections inclusives. Reportage de notre correspondant Leftionou. Absence de consensus au Parlement béninois pour des élections législatives inclusives. La dernière séance plénière assise sur l'examen des propositions de loi en vue d'une sortie de crise tenue lundi 1er avril 2019 s'est clôturée sans résolution. Le consensus n'a pas été trouvé sur les travaux du comité paritaire, aussi bien au sein de la commission des lois qu'en plénière. Nous prenons dès lors solennellement acte du défaut du consensus tant attendu et décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Suite à l'examen des dossiers de candidature en vue des législatives du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé les candidatures de 2 partis soutenant les actions du chef d'État Patrice Talon. Les partis de l'opposition restent exclus du processus électoral pour non-délivrance de quitus fiscaux et de certificats de conformité à la charte politique. Il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les 2 partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie qui sont capables de prendre part aux consultations électorales. La crise politique perdure dans un contexte très tendu, marqué par la polémique sur l'expérimentation d'une nouvelle charte politique et d'un nouveau code électoral. Des missions d'information de la CEDEAO et des Nations Unies avaient plaidé pour des élections législatives inclusives, apaisées et transparentes. Au Sénégal, l'investiture du chef de l'État Macky Sall s'est déroulée ce 2 avril. Le président de la CEDEAO et président nigérian Muhammadu Buhari était l'invité d'honneur de la cérémonie. Le président sénégalais, réélu pour un second mandat, a prêté serment en présence d'une quinzaine de dirigeants africains et de 7 membres du Conseil constitutionnel. Il a appelé à l'unité et à un dialogue constructif et ouvert. Il s'est également félicité des améliorations sociales, éducatives ou encore sanitaires réalisées sous son précédent septennat. Écoutons la déclaration du chef de l'État sénégalais. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques,
aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. En Afrique, le système de santé toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore faibles, insuffisance des budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins de 1% de leur PIB. Un constat accablant. Alors vers quel modèle de financement se dirige le continent? Quelle protection sociale pour les Africains? Siamlo Victoria Sedji s'est arrêté sur le cas du Cap-Vert, l'un des pays d'Afrique où le système de santé commence à afficher quelques progrès avec 40% de la population aujourd'hui couverte par une sécurité sociale. Regardez. Établie sur la période 2007-2020, la politique nationale de santé du Cap-Vert se veut restructurante et infrastructurelle. Une vision holistique et plus efficiente à travers laquelle l'exécutif veut promouvoir la participation de tous, individus, communautés et partenaires. Les actions de la santé, ce n'est pas seulement la santé. On peut réussir des résultats dans la santé si on travaille sur l'éducation, sur les autres départements qui sont les déterminants de la santé. C'est ce que nous faisons au Cap-Vert. C'est ça qu'on fait au Cap-Vert. Le gouvernement veut aboutir à terme à un système complet et efficace de prise en charge des urgences et s'organise sur tout le territoire. Une mobilisation qui a permis l'accès de 75% de la population aux services de proximité selon les autorités. Par ailleurs, le ratio est de 4,9 médecins, en pharmaciens et 9,8 infirmières pour 10 000 habitants. La production nationale de médicaments a aussi progressé de 30% des besoins. Il y a un système hiérarchisé. Il y a un système hiérarchisé avec des hôpitaux centraux plus différenciés, mais aussi d'autres hôpitaux régionaux. Et il faut avoir cette communication à tous les niveaux, de telle sorte que les îles les plus éloignées puissent accéder aux consultations. Grâce à l'évolution positive de l'économie, le gouvernement ambitionne de relever la part du budget alloué à la santé qui est de 10% actuellement. Ceci permettra de financer entre autres les réformes à l'instar de la loi sur la lutte contre la consommation abusive de l'alcool adoptée récemment par le Parlement. 65 milliards de dollars, montant des transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent dans la seule année 2017. Des sommes considérables qui profitent à plus de 120 millions de personnes vivant sur le continent. Cette manne de la diaspora ne cesse de croître. C'est précisément le cas au Togo. Les précisions dans ce reportage d'Aimé Fakofi. Sont plus de 2 millions de Togolais à vivre à l'étranger. Leur contribution à l'économie nationale représente 8 à 10% du produit intérieur brut du pays. Une contribution relativement faible selon le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine qui vient de mettre en place une feuille de route déclinée en 3 axes. Objectif, permettre une plus forte implication des Togolais de la diaspora au développement national. Un premier axe qui concerne la valorisation des compétences donc des Togolais. Le second axe concerne la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et donc le troisième axe qui s'occupe donc de la protection et de la défense des intérêts donc des Togolais de l'Est. Pour l'année 2017, les Togolais de l'extérieur ont fait entrer au pays plus de 430 millions de dollars, mais c'est seulement 10% qui ont contribué à l'investissement national. Nous espérons que les Togolais de l'extérieur dans les différents pays vont s'associer à l'initiative et porter eux-mêmes cette initiative. Et en tant que gouvernement, nous allons les accompagner afin que les problèmes de la diaspora puissent être réglés beaucoup plus facilement. Pour plus d'investissements, le gouvernement prévoit également un forum économique des Togolais de l'extérieur les 28 et 29 novembre à Lomé. La contribution de la diaspora à l'économie nationale devra désormais se faire selon le plan national de développement qui s'étend sur la période 2018-2022.
Les Diables Rouges du Congo se sont qualifiés pour le troisième et dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les Congolais évoluant à domicile ont dominé les Hirondelles du Burundi par 2-1 dans les ultimes moments de match très disputés. Reportage de Deva Pansou. Les Diables Rouges du Congo ont arraché leur qualification au dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans dans la douleur face au Burundi. Les Hirondelles se sont illustrées dès la 20e minute avec l'ouverture du score par Bienvenu Kanakimana, 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux ont multiplié les offensives sans trouver la faille. C'est à la 90e minute que Chandrel Massanga a obtenu l'égalisation sur ce coup franc. 4 minutes plus tard, Kimbenza a inscrit le pénalty qui a scellé la victoire du Congo. J'étais serein et puis à la fois aussi un peu déçu, on va dire, parce qu'on peut perdre un match comme ça après avoir manqué 20 occasions réelles de but. Moi, dans les vestiaires, ça va chauffer tout à l'heure, hein, mais je vous dis encore rien. On fait un match de 90 minutes, on a quoi, 20-25 occasions réelles de but, on marque 2 fois sur balle arrêtée. Moi, ça m'interpelle. Les Hirondelles tenaient leur qualification durant 89 minutes. Le déplorable arbitrage a été selon eux l'unique raison de leur élimination. Sincèrement, je suis déçu de l'arbitrage de l'Afrique. C'est vraiment dommage. On vient d'être éliminé par l'arbitre. Ce n'est pas les Congolais qui nous ont éliminés. C'est l'arbitre qui vient de nous éliminer. Le pénalité n'était pas vrai. Même durant tout le match, il a suivi des fautes inexistantes. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'il porte la FIFA là. La fin de ce match a failli être gâchée par la contestation des joueurs burundais qui a conduit à l'expulsion de 2 d'entre eux. Les Diables Rouges du Congo affronteront lors du dernier tour qualificatif la Zambie, tombeur du Malawi, en aller-retour les 5 et 9 juin 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.